Quand avez-vous découvert pour la première fois la prison, la première fois que vous êtes entré dans une prison, et qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qu'on ressent? Oui. Donc la première fois que je suis entré dans une prison, c'était en novembre 1975. J'étais étudiant en droit à Leuven, puisqu'à l'époque les francophones allaient à Leuven, et il y avait la Centrale Gevangenis, la prison centrale de Louvain, qui abritait les derniers détenus francophones de longue peine, donc dans cette prison. C'est un peu grâce à Christian de Beuys, qui était un de mes professeurs de criminologie, que j'ai obtenu à 20 ans de devenir visiteur de prison. Qu'est-ce qu'on ressent quand on entre pour la première fois? La première fois, évidemment, surtout à 20 ans, tu es quand même impressionné quand tu rentres là-dedans. L'anecdote qui me reste de ce premier jour, c'est le premier détenu que j'ai été voir s'appelait Salvatore. C'était un Italien, un type bien costaud, bien sympa. Et puis, dès que je suis arrivé dans sa cellule, il a voulu me faire un café. Alors, la première chose qui m'a frappé, c'était les odeurs. Quand tu rentres dans la prison, c'est une odeur particulière qui te prend. Bien sûr, la lumière est particulière, les bruits, les grilles qui claquent. Enfin, j'étais pas mal impressionné. Puis dès que j'arrive, lui, très relax, me dit « Écoute, je te fais un café ». Et alors, il a sorti, à l'époque, on faisait ce qu'on appelait des réchauds à la margarine. Il avait une boîte de margarine, là, qu'il y avait mis une petite mèche, là. Donc, c'était la margarine, ça sentait fort, évidemment, qui brûlait. Et puis, il avait quatre petites boîtes de conserve sur lesquelles il posait sa petite cafetière italienne. Et il m'a fait un café délicieux. Bon, c'était un moment, je me suis tout de suite senti, mais vraiment en profonde sympathie avec ce garçon-là. Mais alors, quand je suis sorti de la cellule, j'ai été immédiatement abordé par un agent pénitentiaire qui est venu me dire « Monsieur, j'ai vu que vous buvez le café de ce détenu. » Alors je dis « Oui, il m'a fait vraiment un bon café avec les moyens qu'il a, franchement, c'est un bon café. » Et puis le surveillant me dit « Mais monsieur, vous ne pouvez pas accepter quelque chose qu'un détenu vous offre. » Alors je dis « Écoutez, c'est quand même convivial, moi je suis là pour un moment d'échange avec les personnes, je trouvais ça sympathique de le prendre autour d'un café. » Il me dit « Monsieur, tu ne connais pas encore la prison. Tu sauras que tout détenu qui te donne quelque chose, c'est parce qu'il va te manipuler après. » Et c'est le premier choc que j'ai reçu de comprendre dans quel univers je me retrouvais. Et après, évidemment, je l'ai entendu sous d'autres formes pendant des années et des années. Ça se trouvait dans tous les rapports des services psychosociaux, etc. Que toute initiative un petit peu du détenu était toujours, évidemment, la méfiance s'imposait. Mais c'est mon premier souvenir, en tout cas, de l'époque. Et là, vous avez tenté une expérience étonnante. Vous avez décidé de vous faire incarcérer volontairement. Oui, ça c'est pas mal plus tard, c'était en 1991. Donc j'avais déjà à l'époque travaillé quelques années dans l'aumônerie de la prison de Lantin, mais j'avais toujours cette préoccupation de dire mais c'est un peu facile de jouer un rôle dans la prison, mais toi, comment est-ce que tu te sentirais si tu étais en détention? Alors je ne parle pas souvent, ça m'embête presque d'en parler, mais de cette expérience, parce que par rapport à ce que vivent les détenus, c'est évidemment une expérience très artificielle. Je ne vivais pas l'insécurité par rapport à un reclassement, je n'avais pas vécu la diabolisation d'une médiatisation au moment de mon arrestation, je n'étais pas un exclu des exclus et je savais que je venais là pour 3 mois. Néanmoins, j'avais vraiment le sentiment que c'était important pour moi de passer 3 mois à me taire en prison et à vivre cette expérience avec mes sens, à sentir, à écouter, à vivre. Alors j'avais découvert qu'en Suisse, il existe une vieille loi qui est tombée en désuétude dans le canton de Fribourg qui permet de se faire incarcérer volontairement. Ça doit correspondre à l'époque un peu comme ce qu'on avait comme loi pour les vagabonds autrefois en Belgique. Et donc j'ai utilisé cette loi-là pour me faire incarcérer. La seule personne qui savait qui j'étais était le directeur de la prison, qui était quand même au courant, mais le personnel, les détenus, personne ne savait en fait qui j'étais. Et pour moi, c'était une expérience qui m'a énormément touché, au sens où j'ai vraiment vécu le vertige d'être plongé dans un monde avec tout un code culturel complètement différent. Je peux dire que je n'ai plus jamais revu la prison de la même façon avant. Maintenant, j'ai l'impression que je vois tout, je sens tout, j'ai mal partout depuis que j'ai pu vivre cette expérience-là. Mais bon, je pourrais en parler longtemps, mais je ne sais pas si c'est le moment pour le faire. Vous avez été accepté par les détenus? Vous avez dit que vous veniez volontairement? Non, je m'étais dit, ils vont poser la question, comme toujours, etc. Toi, t'es là pourquoi bon, alors. Et alors, moi, au début, je m'étais dit, de toute façon, pas question d'en parler, donc je disais, ouais, c'est pas ton business, hein, c'est pas tes affaires. Mais ça marche quelques jours. Mais à un moment donné, on sent bien que dans son dos, c'est bizarre celui-là, on ne sait pas pourquoi il est là, qu'est-ce que c'est, on ne le connaît pas, etc. Et j'ai quand même vite compris que ma sécurité n'était plus très facile à assurer.
Alors il y avait 2 thèses, je l'ai su plus tard, je ne l'ai pas su au moment même, heureusement, finalement. Bon, la première thèse facile, évidemment, quand un type ne dit pas pourquoi il est là, sûrement qu'il est là pour une histoire de mœurs. Hein. Donc c'est un pointeur, quoi. Bon. Bah, évidemment, c'est pas rassurant quand tu vas aux douches, etc. Tu te dis, oh là là, tu vas passer un mauvais moment. Donc je n'étais pas trop rassuré. Bon, je faisais évidemment mon air le plus dégagé. Tout détenu qui roule des mécaniques, en fait, c'est parce qu'il a peur. Hein. Donc ben, j'ai pratiqué ça aussi. Hein. La deuxième chose, c'était une prison où il y avait énormément de trafiquants de drogue. Beaucoup de latinos, beaucoup de gars venant d'Afrique, etc. Et très vite, on a pensé que j'étais un gars infiltré du bureau des drogues. En Suisse, apparemment, c'est une pratique qui peut... Et donc, j'ai su qu'à un moment donné, j'étais vraiment pas... Et donc là, c'était une insécurité. Ce qui m'a sauvé, c'est paradoxal, c'est les détenus africains. En fait, très vite, sur ma section, il y avait 2 détenus ghanéens qui étaient complètement perdus. Et puis bon, ils recevaient comme en prison, tout se fait par écrit, hein, des rapports, on n'écoute pas, il faut toi écrire, même si tu sais pas, il faut écrire. Bon. Et donc voilà, j'ai donné un coup de main, parce que comme je parle anglais, je pouvais parler avec ces 2 détenus ghanéens, puis j'ai commencé à donner un coup de main pour écrire quelques rapports, etc. Et du coup, directement, ils ont été trouvés tous les blacks en disant, hey, lui au moins, il y a moyen, quoi. Demande-lui, il va t'aider. Et donc je suis devenu un petit peu J'étais intégré dans le groupe des détenus africains. Et après un moment, finalement, on ne s'interrogeait plus trop pourquoi j'étais là. Mais on disait, ah, c'est celui qui tourne toujours avec les blacks. Tourner, c'est tourner au préau, quoi. Et effectivement, ce qui était pour moi rassurant, c'est que j'avais un groupe d'appartenance. Et à ce moment-là, ta détention se passe quand même de manière plus sécurisée, si je peux dire. Donc, mais voilà, mais ils n'ont jamais su qui j'étais, pourquoi j'étais là. À un moment donné, il y a 2-3 détenus qui ont quand même été plus loin dans le contact avec moi. Et puis à un moment donné, ils m'ont dit, mais écoute, c'est pas clair ton histoire. Et bon, un jour, peut-être par faiblesse ou quoi, j'ai quand même dit, mais moi je suis là parce que j'ai décidé de venir. Puis ils me disent, mais enfin, t'es complètement... T'as fumé un joint, t'es mal, t'es à côté de tes pompes, qu'est-ce que t'es fou, toi, qu'est-ce que tu fais, etc. Et là, j'ai quand même dit, ben moi, quelque part, je trouve que j'ai besoin de sentir, je trouve pas ça normal qu'on vive une détention comme ça. Et bon, je suis croyant, c'est un peu au niveau de ma foi, sans dire que j'étais aumônier de prison du tout, mais je dis, mais pour moi, la question, c'est le défi. Est-ce qu'il y a moyen de garder un sens, il y a moyen de garder un équilibre, est-ce qu'il y a moyen une paix spirituelle quand on vit des situations comme ce qu'on vit ici? Moi, j'avais besoin de tester ça. Et donc, c'est facile d'aller faire des retraites dans les montagnes, dans ces beaux, dans les monastères, là où c'est facile, mais j'avais envie de dire, est-ce que je garde mon équilibre quand je suis là? Et puis ça a permis des échanges, notamment avec 2 détenus musulmans qui étaient très, très touchés par tout ça. Mais c'est la seule chose que j'ai un peu lâchée à un moment donné, sans dire plus. Donc ça, c'était Et qu'est-ce que vous en retenez de cette expérience? J'en retiens, c'est difficile à verbaliser, un ressenti de la prison, avec tous mes sens, qui ne m'a jamais quitté après. Il y a des choses, je crois que mon regard n'est plus le même, je sens le stress, j'entends des choses que je n'entendais pas avant. Et qui fait qu'aujourd'hui en prison, je crois que ça me donne une certaine proximité. Je retiens aussi une chose qui m'a beaucoup touché, c'est je crois qu'on ne respecte pas suffisamment le défi qu'il y a à vivre avec d'autres êtres humains, un lien de fraternité humaine quand on est dans une situation d'incarcération. C'est complètement méprisé. On est un dossier, on est un cas, mais le fait qu'ensemble, on doit créer des liens communautaires pour résister est une chose qui est complètement mise de côté, en fait, dans la manière dont ceux qui pensent pour les détenus, j'allais dire pour nous, réfléchissent. Hein. Donc ça, c'est assez... J'ai envie de dire, ce que je tire comme conclusion, c'est que la plus grande souffrance qui m'était partagée par les détenus que je côtoyais, c'est vraiment d'être impuissant de manière vertigineuse pour rester à côté de ceux qu'on aime et qui sont à l'extérieur. Je raconte une histoire parce qu'elle m'a beaucoup touché. Je travaillais à l'atelier, c'était un atelier, on était une quinzaine, j'étais le seul Européen dans l'atelier, j'étais uniquement avec il y avait quelques Kosovars aussi qui étaient dans cet atelier-là, mais sinon c'était tous des gens d'Amérique latine, d'Afrique qui travaillaient avec moi dans cet atelier. On devait monter des fiches électriques, enfin c'était un travail emmerdant, mais voilà, c'est ce qu'on faisait. Et je travaillais tous les jours en face de Jaime, qui est un Colombien. Alors je baragouine un peu d'espagnol, j'essayais de parler un peu avec Jaime. Mais Jaime, tous les jours, était là et transpirait des gouttes. Il était dans un stress, c'était pas facile d'être tous les jours pendant des heures et des heures en face de Jaime, qui n'avait en fait qu'une chose dans son cœur, c'était est-ce qu'elle viendra me voir, est-ce qu'elle m'amènera le petit? Il avait une femme qui habitait à Genève, ils avaient un petit garçon,
Et depuis son incarcération, elle n'était pas venue. Et tous les jours, il savait que faire, il écrivait, enfin, etc. Et vraiment, à un moment donné, j'étais mangé par le stress de Jaime, simplement de vivre à côté de lui, puis j'essayais vraiment de rester à son écoute. Parfois, j'ai envie de dire, écoute, merde, on peut parler d'autre chose, mais c'était pas possible. Bon. Et puis un jour, ça arrive, c'était le dimanche. Dimanche, dans cette prison-là, il n'y avait rien le dimanche, il ne se passait rien, sauf les visites. Moi, je n'avais pas de visite, forcément, puisque personne ne savait que j'étais là. Et puis, l'après-midi, toute l'après-midi, dans le silence de cette section, on est à l'écoute, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que tous les bruits, on les reconnaît. Hein. Vous savez, il y a 150 façons d'ouvrir une porte de prison. À 6h moins 10 le matin, quand on ouvre la grille, vous savez déjà si votre journée elle est pourrie ou elle n'est pas pourrie, selon la manière dont la grille s'ouvre. Vous savez, ah merde, c'est celui-là qui travaille, ça va être l'enfer, ou bien ah, c'est celui-là, ça va être correct. Quoi. Ça, bon, peu importe. Et donc, moi, pendant l'après-midi, je suis là le dimanche, dans le vide de cette journée qui n'en finit pas, et puis j'entends à un moment donné la grille, puis je compte les pas, et je sais qu'on arrive à la cellule de Jaime. Je me dis que peut-être il a visite. Et donc, je me précipite derrière mon œilleton. Et puis, je gueule à travers la porte, ce qu'on ne peut pas faire, mais ce que tout le monde fait. Je dis, Jaime, ta visite, c'est génial. C'est la fin. Puis alors, je lui dis 2-3 mots en espagnol pour l'encourager. Et quelque part, ma journée était bonne. Je me dis, allez, au moins ça, quoi. Et puis demain, il sera un peu plus cool, peut-être. 3 minutes après, j'entends un bruit de bagarre dans le couloir. Je ne sais pas ce qui se passe. J'entends la grille, mais qui claque violemment. Et puis, j'entends la porte. Je me dis, mais merde, c'est la porte de Jaime qui claque, etc. Et donc, je commence à gueuler à travers la porte, par la fenêtre. Jaime, qu'est-ce passe hein, pour essayer de savoir ce qui se passait. Pas de réponse. Bon. Et puis, j'attends jusqu'au soir, puisque les portes sont fermées. Et le soir arrive le surveillant, puis je dis, c'est quoi il se passe avec Jaime? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il me regarde, mais vraiment, c'est pas ton problème. Bon. Je dis, non, c'est mon problème, moi je travaille avec lui, etc. Tu la fermes ou quoi? Bon. Et puis c'était fini. J'ai passé toute la nuit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais donc, on ne peut pas avoir l'a priori de dire qu'il y a des relations humaines qui font qu'on est sensible, on est affecté par ce que vivent nos co-détenus. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Le lendemain, petit déjeuner, toujours pas de Jaime, j'arrive à l'atelier, il n'est pas là. Et là, je demande au chef de l'atelier, je dis, pourquoi il n'est pas là, lui, etc. Il lui dit, ouais, toca chaud. Bon, tout ce que j'ai su. Pourquoi? C'est pas tes oignons. Bon, et donc, un jour passe, 2 jours passent. Je ne savais pas quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai passé, je crois, les 3 journées les plus difficiles de ma détention. Parce que, mais comment c'est possible qu'on ne me dise rien? Je suis un être humain, je suis tous les jours à côté de ce gars-là. Il y a quelque chose qui se passe qui doit être grave et personne ne veut rien me dire. Eh bien, ça te donne l'impression que de toute façon, tu es méprisé par le système. Tu n'es pas pris à part entière. On ne peut pas concevoir ça. 3 jours après, il est sorti du cachot, puis j'ai su ce qui s'était passé. En fait, il est arrivé à la visite, et puis sa femme était là avec le petit. Je ne sais pas ce qu'il a dit, peut-être qu'il y a tout un arriéré que je ne connais pas, elle a peut-être ses raisons, l'épouse de Jaime, d'avoir fait ça, mais après 3 minutes, elle se levait, puis elle a regardé Jaime. Ça va, j'ai compris, tu n'as pas changé. Elle a pris le gamin, elle a dit, viens, on s'en va, papa est toujours le même. Et puis il est sorti, et Jaime a explosé. Lui qui attendait ce moment depuis si longtemps, il n'a pas trouvé l'espace, il n'a peut-être pas trouvé les mots, il y a peut-être des bonnes raisons pour qu'elle soit partie, je ne juge pas du tout ça, mais c'était l'enfer. Eh bien, je peux dire que les semaines qui ont suivi, cet homme était éteint, quoi, complètement. Et donc, toute la question des relations avec l'extérieur, bon, c'est une des souffrances qui m'a beaucoup touché, mais je pourrais parler de cette expérience de très longtemps, mais je ne crois pas que c'est l'objet de l'interview. Puis alors, vous avez mené une expérience collective à Lantin, ce sont les catacombes. Alors, alors les catacombes, en quelques mots, c'est quoi? Au départ, c'est une exclusion, on vous retire votre bureau. Oui, là on est plus loin. Donc après cette expérience en Suisse, je reviens travailler à Lantin et entre-temps, donc j'avais été aumônier de la maison d'arrêt où j'avais accompagné beaucoup de détenus en préventive avec qui j'avais eu un lien qui était très très fort. Et quand je reviens, on me demande de reprendre l'aumônerie de la maison pour peine de Lantin. Il y avait un beau bureau qui se trouvait à côté, tout près du bureau des assistants pénitentiaires, de l'infirmerie. Enfin, c'était bien localisé au centre de la prison. Mais c'est vrai, il faut reconnaître que pour moi, c'était un peu la fête des retrouvailles. Je retrouvais des garçons avec qui j'avais déjà fait un long chemin. Et puis le mot passe vite, Philippe est revenu. Donc ça commence à défiler dans mon bureau. Tout qui était appelé chez l'infirmier ou chez l'AP ou pour un rapport disciplinaire, faisait un crochet par mon bureau. Un peu ingérable, et c'est vrai que j'étais un peu ingérable sans doute.
Mais donc ça devient un peu, du point de vue de la sécurité, on dit mais c'est le bordel dans ce bureau, ça ne marche pas. Donc les syndicats sont allés trouver la direction en disant écoutez, cet aumônier là, il vient d'arriver, mais c'est pas gérable, il ne peut pas garder ce bureau. Et puis le directeur était très ennuyé évidemment, parce que bon, c'était quelqu'un avec qui j'avais de bons contacts, il ne savait pas trop que faire. Et puis il leur a quand même promis, ok ça va, on va le changer de local. Mais il n'avait pas d'autre solution à ce moment-là. Et moi je faisais comme si je ne savais rien, je faisais de l'occupation de terrain. Ça a duré comme ça quelques semaines, quelques mois. Mais je sentais bien que la tension montait doucement. Les détenus qui savent toujours tout ce qui se passe dans la prison le savaient aussi. Et un jour, c'est Francis qui vient me trouver, qui était un détenu de longue peine, qui travaillait à la technique, comme on appelle ça. C'est-à-dire que lui connaissait toutes les chaudières, tous les couloirs, tous les souterrains de la prison. Et puis, il vient me trouver, il me dit, écoute, il ne faut pas me la faire. J'ai bien entendu, ils veulent te virer de ton bureau. Il y a intérêt qu'on trouve une solution de rechange. Mais je dis, t'as une idée, toi? Il me dit, viens voir. Et dans les couloirs souterrains qui vont, ce qu'on appelle les rotondes, enfin toute la circulation des détenus se fait par d'horribles couloirs très sombres pour remonter vers les ailes dans la maison de peine de Lantin. Il y avait une double cave. Et puis un jour, il vient et me dit, mais regarde, il y a une double cave si tu veux, ça t'intéresse? Bah, je dis, écoute, c'était un peu sombre. Enfin, je rentre dans la cave. Et puis à ce moment-là, passe un détenu qui était dans le couloir et puis qui lui allait retourner vers sa cellule. Puis il me voit, hé Philippe, t'as vu? Finalement, tu es vraiment comme nous, hein. On t'a mis au cachot comme nous, c'est là qu'on va te mettre, qu'il me dit. Du coup, ça a attiré une certaine sympathie pour lui, je crois. Et puis un deuxième est passé, et puis il dit, hé, en fait, on dirait des catacombes. Je dis, tu sais ce que c'est, toi, des catacombes? Bah, je sais pas, c'est là où les gens devaient se planquer quand ils avaient des trucs à vivre et qu'on les respectait pas. Du coup, le symbole catacombe a jailli dans... Et je suis rentré un peu plus dans cette cave en me disant, mais c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle. Et puis j'étais là-dedans. Il y avait juste des petits soupiraux qui donnaient vers le préau de la maison de peine. Et puis là, j'ai eu l'impression que je sentais battre le cœur de la prison. J'entendais tout, les musiques reggae, les mélopées musulmanes, j'entendais les gars qui s'engueulaient, les business de drogue qui se faisaient, etc. J'avais l'impression que j'étais au cœur de ce qui se passait. Et je me dis, mais cet endroit-là, c'est ici que je dois être. Et c'est ça, les catacombes, finalement, c'est créer un lieu qui soit un lieu de résistance, où on puisse vivre les choses entre nous. Et je suis allé retrouver le directeur. Et je dis, écoute, voilà, t'es ennuyé, hein, t'as pas envie de me virer, mais t'es obligé. Tu le sais bien, ils veulent ma peau, donc il faut que je change de local, etc. Mais je te donne une solution, on va faire un deal ensemble. Tu me donnes quelques détenus qui vont m'aider à aménager cette double cave. Je m'installe là, et tu peux leur dire que tu as récupéré le bureau pour eux, ils seront contents. Bon. Il me dit, ouais, mais tu ne vas pas te mettre dans cette cave, il n'y a même pas de chauffage. Ben, je dis, oui, d'ailleurs, tu vas m'en mettre un. Je dis, tu vas me mettre un chauffage. Il est venu des années plus tard, et encore sous forme de chaufferette électrique. Mais enfin, c'était mieux que rien. Mais alors, avec quelques détenus, on a commencé à aménager cette cave. Et alors, c'est fou la créativité qu'il y a chez les hommes en prison, à tout niveau. Et c'est devenu un lieu, pour moi, un lieu magique. Ma joie, ma fierté pendant des années, on se réunissait là, à un moment donné, tous les mardis soirs, pendant 3 heures. Tous les détenus voulaient venir dans ce lieu parce qu'ils disaient « Ah, ici, on est ailleurs ». J'avais un gars électricien qui avait fait un petit éclairage un peu aréostat, tamisé. J'avais un détenu dont les parents musulmans tenaient un petit magasin dans le centre de Liège. Il dit « Va chercher chez mes parents, ils vont te donner des poufs ». J'avais des petits poufs par terre, on avait un chouette tapis, on avait des gars qui dessinent très très bien, donc tous les murs étaient tapissés, des dessins, un grand tableau d'anniversaire. Une énorme carte du monde où chacun pouvait aller mettre d'où il était originaire, etc. Et puis de là, s'est créé informellement un espace de parole, de rencontre, où chacun pouvait venir avec ce qu'il avait de meilleur. Et dans un climat de respect que je trouve très rarement à l'extérieur, la qualité. Il y avait une règle de confidentialité qui était importante. On savait que tout ce qu'il disait là ne sortait pas de là. Mais c'est devenu à un moment donné tellement touchant. L'un qui allait venir avec une sourate du Coran, un autre un verset biblique, un autre venait avec un extrait d'une lettre de sa femme en disant depuis qu'elle m'a écrit ça va mieux. Mais je peux vous le dire. Un autre venait avec une photo de son enfant qu'il avait reçu parce que l'enfant, on avait fait les photos à l'école. Un autre venait avec une chanson de Brel. Un autre venait, etc. Et on laissait chacun présenter ce qu'il avait envie de partager aux autres. Un lieu de partage assez extraordinaire qui est devenu vraiment pour moi un peu une source, un lieu de source. Et donc c'était une très très belle aventure. Très vite, on a voulu nous l'interdire, hein, parce que ça va de soi, qu'est-ce qui se passe dans cette cave, on a eu des nouveaux. Et à un moment donné, d'ailleurs 3 mois après que ça ait commencé,
on m'a appelé en me disant, écoutez, il faudrait suspendre cette activité parce qu'on ne sait pas très bien, on se demande s'il ne faudrait pas qu'il y ait des agents. J'ai écouté, plus sécurisé que ça, il n'y a pas. C'est 15 grilles pour arriver à cet endroit-là. Laissez-nous tranquilles. Et on nous a interdit le local. Donc j'étais découragé. Je dis, c'est pas possible. Alors bon, je croisais les détenus sur les sections qui m'avaient dit, pourquoi il n'y a plus les catacombes? J'écoute, c'est interdit, c'est interdit. Puis il y en a un qui me dit un jour, c'est amusant, il me dit, mais c'est normal qu'on t'ait interdit puisque c'est un espace de résistance, mais on ne va pas lâcher, hein. Ça va recommencer. Ça, c'était assez vrai. Et puis un jour, j'ai découvert, c'est comme ça que ça a repris, c'est que les délégués syndicaux, ça a besoin de vacances. Et c'était les vacances. Et ils étaient partis. Tous ceux dont je savais qu'ils avaient un petit peu en point de mire mes catacombes étaient en vacances. C'était des remplaçants au centre RSU, qui est le centre où on a fait les appels. Et je me dis, si je risquais le coup, ils ne sont pas au courant. Puis j'ai été porter ma liste, comme je fais toujours pour qu'on appelle les détenus. Puis l'agent, il me dit, mais monsieur Lomoni, vous savez bien que c'est interdit, hein? Je dis, ben non, puisque je te donne une liste, c'est plus interdit maintenant. Comment ça? Je dis, écoute, demande à tes collègues, mais les collègues, je savais bien qu'ils n'étaient pas là, les collègues qui étaient au courant. Tout ça. Ah bon? Puis on me les a appelés. Et les types arrivaient, c'était festif, évidemment. C'est pas, je dis, écoutez, profil bas, ça marche cette fois-ci, on verra la semaine prochaine. Et la semaine suivante, c'est toujours en vacances, les autres. Et donc je suis revenu avec ma liste, et puis on dit, mais quoi non, c'est pas fini ça. Mais je dis, regarde dans l'ordinateur, on l'a encore fait la semaine passée. Et puis ça s'est fait. Enfin, je passe les détails de l'histoire, mais tout s'est passé que cette activité qui avait été suspendue, en fait, a duré après pendant des années et des années. Donc c'est toujours un plaisir d'avoir quelque chose dans un espace normatif qui étouffe. Se dire qu'on a trouvé une petite brèche où on trouve un espace de respiration, c'est ça finalement pour moi la vraie mission pastorale en prison. C'est offrir de l'espace de respiration dans un lieu étouffant, quoi. Puis ça a continué. Je ne veux pas continuer là-dessus. Qui décide en fait en prison? Parce que vous expliquez que le directeur de prison prend des décisions sous la pression des syndicats, que les syndicats mènent un peu aussi les décisions qui sont prises collectivement. Qui possède le pouvoir de décider en prison? Alors la théorie, c'est évidemment le directeur, hein, ça c'est la théorie. Et je dois reconnaître que la plupart des directeurs avec qui j'ai travaillé sont des gens qui essayent vraiment, dans le carcan du système, de mettre le plus d'humanité possible. Et c'est des personnes avec qui le dialogue est constructif. Honnêtement, j'ai très peu d'expériences difficiles avec les directeurs de prison. Mais très très vite, ils vous montrent combien ils sont embarrassés. Mais écoutez, si c'est vraiment quelque chose qui structurellement amène à modifier un petit peu le quotidien du vécu du cellulaire, je suis obligé de soumettre ça au CCB, le comité de concertation de base, là où sont présents les syndicats. Alors là, c'est vrai que très souvent, on aboutit évidemment à une espèce de résistance de la part de certains délégués syndicaux. Attention, il y a des délégués syndicaux avec qui on peut vraiment discuter, avec qui j'ai de très bons contacts, mais c'est vrai que j'ai eu aussi beaucoup d'expériences. On dit, ah non, parce que c'est trop compliqué, c'est trop changé, etc. Alors, ça fait que c'est un espèce de jeu de négociation. Et nous, on n'est pas présents, évidemment, au CCB. Et puis, très souvent, le directeur nous rappelle après, écoutez, désolé, mais en CCB, on voit que ce n'est pas possible et on est bloqué. Hein. Bon. Maintenant, à la décharge des syndicats, peut-être que c'est une chose à dire dans le contexte actuel, les délégués syndicaux doivent aussi entendre qu'il y a des tas d'agents qui sont en difficulté aujourd'hui. Quand on parle aujourd'hui de ce slogan extraordinaire du ministre, de travailler autrement. Mais je m'excuse de dire, en fait, on propose actuellement de travailler moins bien. C'est pas travailler autrement, c'est travailler moins bien. Et pour ça, le ministre veut payer des primes de flexibilité pour que les agents qui sont aujourd'hui dehors pour avoir des conditions de vie correctes et constructives avec les détenus, on leur dit, écoutez, bon, ce sera moins constructif, il y aura moins d'espace pour qu'il y ait des activités, mais on vous paye une prime de flexibilité. On est en train de vouloir acheter les agents pour que, quelque part, la prison réduise tous ses horaires de vie, de survie, j'ai envie de dire. Tous les espaces de cours, les accès aux services psychosociaux, les espaces pour le culte, les espaces pour le sport, etc., on voudrait les réduire maintenant dans une frange horaire beaucoup moins grande, entre 9h et 17h. Or, on sait très bien que la plupart des grosses prisons sont totalement congestionnées au niveau de ce qu'ils appellent les mouvements. En prison, quand on dit mouvement, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui bouge.
Parce que, puisqu'un groupe de détenus doit se déplacer de tel lieu à tel lieu, tous les autres sont bouclés et la vie s'arrête. Et on multiplie des mouvements sur une zone horaire beaucoup plus restreinte, ce qui fait que forcément l'insatisfaction des détenus est énorme. Les intervenants en prison passent des heures pour avoir un accès aux détenus qu'ils vont rencontrer sans y arriver. Et donc tout est nerveux. Et tout. Mais ça, c'est ce qu'ils appellent travailler autrement. Je dis, c'est travailler beaucoup moins bien. Alors, c'est vrai que parfois, les délégués syndicaux portent aussi des revendications qui sont justes. Hein. Maintenant, je peux dire que sur 30 ans de carrière, j'ai aussi vu parfois des revendications qui étaient simplement de dire un bon détenu est un détenu enfermé et celui qui vient, c'est un parasite, hein, le visiteur de prison, l'aumônier, le conseiller moral. Franchement, c'est du boulot en plus, on n'a pas besoin de lui, quoi. Donc, c'est un peu... Mais c'est complexe, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac non plus. Enfin, je ne sais pas si ça répond à la question. Ça répond à la question, mais maintenant, l'autre question, c'est de savoir quel type de prison on pourrait mettre sur pied ou imaginer et qui améliorerait réellement les choses. Alors là, évidemment, première chose, décongestionner les prisons, évidemment. Il y a beaucoup trop de monde en prison, ça c'est très clair. Il y a des agents qui n'ont pas leur place. Franchement, je ne conçois pas qu'on puisse rester avec cette espèce de surpopulation que l'on a quand je vois parfois le profil de certaines personnes qui se trouvent incarcérées. Et donc ça complique les choses, évidemment, l'incarcération. La deuxième chose, je crois que plus on arrivera à des détentions relativement courtes, dans des espaces où il y a vraiment une qualité d'accompagnement et où il y a la possibilité de promouvoir une vie communautaire, avec des initiatives prises par les détenus, une espèce de co-responsabilité avec eux sur le vécu. Là, je crois qu'on arrivera à faire des prisons qui seront moins traumatisantes. J'ai passé 3 ans au Canada, j'ai connu quelques projets de détention où on travaillait bien davantage par des pavillons où on se trouvait avec des détenus qui étaient mis en responsabilité pour la vie quotidienne du pavillon. Des officiers correctionnels qui sont évidemment beaucoup mieux formés, beaucoup mieux respectés aussi là-bas, etc., que l'on appelait des case managers. Donc chaque officier correctionnel ou agent pénitentiaire était en charge de l'accompagnement, d'être un peu l'intermédiaire vis-à-vis de tous les services pour 4 ou 5 détenus. Ce qui arrivait à donner une espèce d'émulation en disant, moi, les gars dont je m'occupe, ils savent que j'assure. Moi, je fais le relais, etc. Ici, le problème, c'est qu'on cloisonne les services et on a l'impression que pour un agent pénitentiaire qui est conscient d'un problème d'un détenu, relayer le problème au service psychosocial, à la direction, n'importe quoi. Mais de quoi vous vous mêlez, monsieur? Il n'a qu'à nous faire un rapport. Il n'a qu'à nous écrire. Rapport auquel on répondra peut-être, Inch'Allah, mais c'est plutôt rare. Hein, Donc ici, pour moi, l'idée, c'est de faire des unités beaucoup plus petites, avec beaucoup plus de relations humaines et de ressources restauratrices où on restaure des liens humains entre les gens. Je reprends un peu mon exemple quand j'étais de la prison de Suisse, là, etc. Si on pouvait respecter que quand je vis à côté d'un autre, ça me concerne, que je reste un acteur de ma vie, même dans cet espace un petit peu parallèle qu'est la prison, peut-être que quelque part j'aurais davantage une préparation pour prendre mes responsabilités après aussi quand je sors de la prison. Hein. J'aurais moins la haine aussi, je crois. C'est dit en très peu de mots. Mais... Vous avez évoqué la justice restauratrice. C'est un concept qui a déjà été évoqué dans les prisons, qui a déjà été d'ailleurs implanté partiellement. Oui. C'est quoi ce concept? Qu'est-ce qu'il y a au bout de cette idée de justice restauratrice? Je suis toujours très frustré quand on me pose une question où il faut répondre en quelques minutes. La justice restauratrice, pour moi, c'est une philosophie, c'est une approche de la justice alternative qui mérite d'être approfondie, réfléchie, étudiée en profondeur. Sinon, on vous dira c'est de la caricature et on vous évacue en disant vous êtes un doux rêveur, un utopiste. Et donc dire ça en 10 minutes, franchement, c'est pas simple. On peut essayer de dire 2-3 choses, mais de toute façon, on vous prendra pour un rêveur. Sauf que ce sont des choses qui existent dans certains lieux. Pour moi, la justice la plus ancienne depuis les origines, la première justice, elle a été autre qu'une justice pénale et punitive. C'était une justice qui avait comme souci de restaurer les liens d'une communauté. Plus on vit en communauté, plus on sait que l'enjeu, ce n'est pas d'infliger de la peine à l'auteur d'un crime ou d'un délit ou d'une erreur, mais l'enjeu, c'est de soulager la peine de tous ceux qui doivent vivre dans cette communauté. En premier lieu, bien sûr, la victime,
aussi la communauté qui est affectée, parce que vit la victime et qui vit un sentiment d'insécurité, mais aussi l'auteur. Les auteurs, ils ne tombent pas de la lune, ils surgissent de nos communautés. Et donc, tous sont concernés et doivent être mis en question en disant qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette dégradation dans les relations humaines qui en est arrivé à ce que ce drame se produise. Bon, alors la justice réparatrice, c'est une justice qui, plutôt que de mettre le zoom focalisé sur le fait, voir si le fait c'est bien la violation de la loi selon la loi pénale, si les éléments constitutifs de l'infraction, on met le zoom là-dessus. Et puis sur le fait, alors on va mettre tous les experts qu'on peut pour dire est-ce que c'est bien lui, est-ce que c'est bien la loi qui est violée, et donc on peut le punir. Et donc on va lui infliger une peine. Ok, et alors en post-scriptum, parfois, de temps en temps, la victime vient tout à la fin du procès pour fixer quelques dommages et intérêts. Personne ne s'y retrouve. D'abord, l'auteur ne va jamais s'y retrouver parce qu'il a été dans un espèce de jeu d'expertise judiciaire auquel il n'a souvent rien compris du tout. J'assure que j'ai travaillé des années en maison d'arrêt. Le nombre de fois que des prévenus me suppliaient de téléphoner à l'avocat pour qu'il vienne. Et puis 2 jours après que l'avocat soit venu, me rappeler en disant « Tu ne peux pas retéléphoner à l'avocat parce que je n'ai rien compris de ce qu'il m'a dit ». Il se trouve pris dans un espèce de jeu qui est un jeu complexe, un jeu d'expertise, une procédure froide, où les gens ne se sentent pas bien, ils sont livrés à un monde pénitentiaire qui est chaotique, où ils ne trouvent pas leur marque, et donc ils n'ont qu'une envie, c'est utiliser leur droit du silence. Moins j'en dis, mieux je me porte, c'est ce que leur avocat leur a dit. Et donc la vérité ne se dit pas, les gens se referment, et les gens qui étaient auteurs, deviennent à leur tour des victimes. Et puisqu'ils sont victimes, pourquoi foutez-moi la paix par rapport au drame de l'origine. Et donc, on ne s'y retrouve pas. La victime s'y retrouve encore moins, puisque le procès n'est plus le lieu où un auteur va venir prendre ses responsabilités, va venir effectivement exprimer son désarroi d'avoir commis ce qu'il n'aurait jamais dû commettre, et dire qu'est-ce que je peux faire pour réparer. On n'entend jamais ça. C'est simplement, moins t'en dis, mieux tu te portes, plus tu limites la peine. Alors, qui est-ce qui croit que infliger de la peine à l'un soulage la peine de l'autre ? Ça, c'est la grande équation ridicule que les médias propagent en permanence. On voit les victimes sortir du tribunal. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce qu'on l'a puni assez? Comme si la victime allait dire oui. Elle ne dira jamais oui parce que son traumatisme, il est bien plus profond. Il est d'un autre ordre. Jamais ça va suffire pour soulager sa peine à elle. Alors la justice réparatrice, pour moi, c'est tout à fait fonctionner autrement. On n'est pas en train de viser l'infliction d'une peine, mais on est tous mal parce qu'il y a eu une rupture de confiance, une rupture de relation qui a été exprimée dans le fait délictueux, dans le fait criminel qui s'est passé. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors la première urgence, bien sûr, ça va être d'entourer la victime, à tout niveau. La victime et les victimes secondaires, mettre un réseau communautaire autour de cette victime pour dire « Oh, on est vraiment sensible » et pas simplement dire on envoie la victime au moment du drame et puis après on lui donne un numéro de téléphone, vous pouvez si vous avez encore besoin. Non, c'est mettre du réseau autour de cette personne. Elle en a besoin. Mais la deuxième question, c'est de se dire oui, mais qui sommes-nous dans notre communauté pour que des gens qui font partie de notre quartier, de notre vie, etc., on arrive à faire des choses là? Est-ce que vraiment ce type est diabolique, il est tombé de la lune avec cette volonté, ou est-ce que ça nous concerne? Et deuxième chose, il faut aller trouver l'auteur et lui dire, écoute, on ne va pas réduire ta vie à cette connerie grave que tu as fait, mais on veut comprendre, parce que ça ne doit plus jamais arriver, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là? Et on va mettre en place autour de l'auteur des conditions de respect qui feront qu'à un moment donné, peut-être, il va pouvoir se dire, ok, je suis plus capable maintenant de dire la vérité, parce que je sais que le prix de dire la vérité ne sera pas l'exclusion, mais au contraire sera le chemin pour l'inclusion, pour que je trouve ma place dans cette communauté. Je peux, avec le RAID, prendre des initiatives de réparation, des initiatives de restauration de liens. Et ça modifie complètement la chose. Bon. Alors, le mot justice réparatrice est un mot piégé. Et bon, évidemment, les gens vont dire, bon, il y a des trucs irréparables. Hein. Qu'est-ce que vous croyez, monsieur? Si on viole ta fille, on va réparer ça. Si on tue quelqu'un, on va réparer. Bon. Et ce mot est un mot difficile. En anglais, on dit restorative justice. Donc, c'est une justice qui restaure des liens au-delà du drame, au-delà du fait. Et c'est vrai que moi, je me suis formé un peu à ce concept en anglais, donc j'ai été très mal à l'aise. Quand on me pose la question, c'est quoi la justice réparatrice? Je savais que j'allais en prendre plein la gueule en me disant, mais écoute, ça n'existe pas, on ne répare pas. Bon. Jusqu'au moment
où un de mes amis m'a dit, mais attends, le mot réparer, tu sais ce que ça veut dire? Et je dis, bah oui, réparer, voilà, c'est remettre les choses en état. Il dit, non, ça c'est ce qu'on a fait du mot réparer. Ça vient du latin reparere. Ça veut dire, parere, le mot des parents, il donne la vie. Un ovipare, c'est un animal qui donne la vie dans un œuf. Ça veut dire redonner de la vie. Et l'enjeu d'une justice, c'est de redonner de la vie, pas la même vie, mais au-delà du drame. C'est de redonner de la confiance, de recréer un espace sécurisé de parole, d'écoute, de soutien, qui permet à un moment donné de dire on peut aller au-delà de ce qui s'est passé et peut-être même s'en trouver plus fort. Un détenu qui à un moment donné s'est senti écouté dans son vertige à lui, s'est senti responsabilisé. On parle au Canada des cercles de soutien et de responsabilisation. Les deux éléments sont importants. Sinon, il n'y a pas de justice réparatrice. Il ne s'agit pas simplement de dire c'est rien, gamin, c'est pas grave ce que tu as fait. Non, que du contraire. Ce que tu as fait, c'est vraiment très très grave. Mais ce que je crois, c'est que tu as les moyens et le potentiel maintenant de prendre une initiative. Et on sera à tes côtés. Parce qu'on sait que tu as ça aussi comme potentiel en toi. Je donne un dernier exemple, parce que bon, on pourrait parler de ça très longtemps, mais il y avait il y a quelques années une exposition au Palais de Justice de Bruxelles. Et à l'entrée, il y avait simplement un grand panneau assez étonnant qui disait « Comment la justice est-elle rendue chez les Indiens négritos ?» Bon, alors on disait, quand un membre de la communauté négritos, c'était très bien calligraphié, commet un fait délictueux dans la communauté, on rassemble la communauté et on forme un cercle autour de cette personne. Et on l'installe au milieu du cercle. Et puis on commence à dire, bon, toute la communauté est concernée par ce qui s'est passé. Mais la première chose qu'on va faire, toi qui es au milieu, qui viens de nous faire souffrir, on voudrait que chacun puisse te regarder et te dire à tour de rôle comment c'est important et ce que tu as déjà apporté de beau dans cette communauté. Qu'est-ce qui est le potentiel de bonté qu'on reconnaît en toi? Et avant de le confronter à l'erreur qu'il a faite, la première chose, ça va être de dire on sait que tu n'es pas que ça. On sait qu'on a tous des souvenirs avec toi qui ont été constructifs. Alors, à ce moment-là, on va arriver qu'avant la fin même du cercle, la confusion, c'est Braithwaite qui était un des spécialistes, il dit c'est la confusion, la honte qui réintègre, fait que tu n'as qu'une envie, c'est de revenir dans cette communauté qui a gardé un regard positif sur toi, malgré la connerie que tu as fait. Et tu vas dire, mais je suis vraiment confus, qu'est-ce que je peux faire pour réintégrer la communauté d'une manière qui va soulager la peine de la victime, qui va permettre... Qu'est-ce que je peux inventer? Aidez-moi à faire un processus différent. Et là, on change complètement la logique de la justice. Moi, je crois que c'est un concept qu'on n'a pas suffisamment étudié. En Belgique, on a créé à un moment donné les consultants en justice réparatrice. C'était des jeunes criminologues, souvent des gens très chouettes, qu'on engageait très jeunes et qu'on mettait en prison en disant, écoutez, vous êtes responsable dans la prison de promouvoir des initiatives de justice réparatrice. Alors au départ, personne ne comprenait très bien ce qu'ils venaient faire. Certains ont d'emblée dit, oui, mais la première chose à réparer, c'est la prison. Hein. La prison, elle est destructrice, c'est épouvantable, elle ne fait que des dégâts. Alors, bon, ben, laissez-nous réorganiser une bibliothèque, promouvoir quelques activités culturelles, quelques activités sociales. C'était une étape de la justice réparatrice. Mais d'autres disaient, oui, mais non, c'est pas ça la justice réparatrice. La justice réparatrice, c'est recréer un espace où la victime, la communauté et l'auteur peuvent se reparler. Alors, il y a eu quelques petites initiatives qui ont commencé. Malheureusement, on n'a pas continué ça. D'abord parce qu'on avait, à mon avis, on a fait une erreur fondamentale qui était de mettre ces consultants en justice réparatrice dans les équipes de direction, qui étaient complètement débordées par elles-mêmes. On leur donne des conditions de travail impossibles et qui donc, écoute, tant que tu ne sais pas très très bien c'est quoi la justice réparatrice, tu ne peux quand même pas faire telle et telle chose pour moi. Du coup, pour les détenus, c'était plus de la neutralité. Ici, il est clair que pour promouvoir la justice réparatrice, on doit être en dehors et alternatif par rapport à ce qui est l'infliction de la peine. On n'est pas là pour donner plus ou moins de peine, sinon on va encore vous traiter de manipulateur. Oui, il va faire la justice réparatrice parce qu'il croit qu'il va sortir plus tôt. Et cette espèce d'a priori-là fait que ça a complètement sapé les initiatives. Et donc j'étais très triste de voir que cette initiative n'est allée nulle part. Alors après, on a dit oui, mais c'est pas grave.
On a quand même fait un grand progrès maintenant. On va dire que ils sont tous devenus directeurs, ces gens-là, en fait, de bons directeurs, hein, mais ils font plus de la justice réparatrice. Mais il y en a un qui est chargé éventuellement de laisser se faire une initiative ou l'autre de l'extérieur. Mais on a perdu le fil. On a perdu le fil complètement. Alors que dans d'autres pays, on fait vraiment, à mon avis, des grands chemins, des grands progrès à partir de ce concept-là. Donc aujourd'hui, on a une image, une idée de ce qu'est la justice, mais d'autres peuples ou d'autres personnes peuvent avoir une vision complètement différente de ce qu'est la justice. J'ai eu la chance pendant une année de vivre très proche de la communauté des Amérindiens Ojibwe dans le nord de l'Ontario, au Canada. Et une chose qui m'a énormément touché là-bas, c'était à un moment donné, bon, j'avais besoin d'un traducteur, moi je parlais anglais, mais eux parlaient, le mot punir dans la langue Ojibwe. Puis j'essayais d'expliquer ça, et puis personne ne savait le traduire. Et puis je dis, mais comment c'est possible que... C'est quoi le mot punir pour... Et puis un elder, un ancien là-bas m'a regardé et me dit, mais chez nous c'est un mot qui n'existe pas. Dans la culture traditionnelle amérindienne Ojibwe, le mot punir n'existe pas. Et je dis, mais alors comment vous faites quand vous avez des enfants, des jeunes qui font des conneries, etc. Il dit, si tu punis l'enfant, il a la haine, il se révolte et il ne retient pas le message. Alors nous, on reste, et souvent d'ailleurs, on semble dire que les Indiens laissent faire un peu n'importe quoi à leurs jeunes, hein, ce qui fait qu'ils ont un gros problème d'ailleurs de conflits interculturels avec les autres Canadiens là-bas. Mais il dit, ce qui est important, c'est de raconter des histoires. Et si un enfant fait pendant sa journée l'une ou l'autre bêtise, il sait que le soir, on a ce moment communautaire où on est entre nous. Et c'est toujours important le soir, dans les traditions des familles là-bas, d'entendre les anciens qui racontent des belles histoires. Et dit, et nous, on sait très bien que dans les histoires qu'on raconte, on doit faire mémoire de ce qui s'est passé dans la journée. Et à un moment donné, on va raconter une histoire qui met en scène quelqu'un qui, tiens, l'enfant va se retenir. Tiens, c'est exactement ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Et la manière de montrer l'impact dans l'histoire du comportement qu'a eu l'enfant, on va essayer de lui raconter une histoire qu'il ne va jamais oublier et qu'on pourra lui rappeler. Et donc, pour nous, la justice est une question pédagogique. C'est une question d'enseignement, c'est une question de se raconter des histoires. Mais il dit, chez vous, le problème c'est que plus personne se raconte des histoires. Vous êtes chacun devant votre TV, vous êtes chacun devant vos boulots, etc. Mais vous n'avez plus le temps de parler à vos enfants. Ils ont besoin qu'on leur raconte des histoires. Et donc comment voulez-vous qu'ils apprennent le sens de la justice et de la relation ? Et pour moi, ce lien entre justice et relation est essentiel. La justice, elle est par définition communautaire. Alors ça fait peur parce qu'on est dans une société où la communauté est tellement fragmentée qu'on se croit obligé de mettre des normes pour pouvoir vivre une coexistence, non pas une convivialité, mais une coexistence entre nous. Et donc les normes, une fois qu'on les a mis, il faut les faire respecter. Maintenant, on peut vous parler de n'importe quoi, le gouvernement va dire, on va pénaliser la chose, on va correctionnaliser ça, et on met des sanctions et des sanctions et des sanctions. Mais on ne sait plus pourquoi. On ne se raconte plus des histoires. Et la norme nous paraît quelque chose d'oppressant, d'extérieur, qui fait qu'on n'a pas envie de changer nos comportements. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de lieux dans les traditions anciennes où il y a eu de toute autre façon de gérer les conflits. Et au départ, un délit, c'est toujours un conflit, c'est toujours des valeurs qui s'opposent, des comportements qui s'opposent. Et c'est normal. Je crois que quand tu construis ta maison, tu prévois des pièces pour tous les besoins essentiels. Un dining room pour manger, sleeping room pour dormir, une kitchen pour faire à manger. Tous les besoins essentiels, mais il n'y a jamais dans les pièces une conflict room. Or, c'est aussi un besoin naturel qu'on a tous, de gérer nos conflits, nos visions différentes. Et dans une conflict room, qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais un appel aux valeurs qui fait qu'on a choisi de vivre ensemble. C'est là que tu vas mettre la photo de ton mariage, la photo de tes enfants, c'est là que tu vas mettre ta Bible si tu es croyant ou ton Coran, c'est là que tu vas mettre des choses qui sont sacrées et qui te rappellent que même si on n'est pas à la même étape de notre cheminement, et que à cause de ça on a des tensions, on a une vision commune. Les Indiens appellent ça la vision quest. Alors, est-ce qu'on a encore un lieu où on se dit, le conflit fait partie de ma vie, mais comme une force ? Parce que si on se parle à propos d'un conflit,
on va redéfinir qu'on est en route vers notre vision. Alors là on est dans une autre dynamique. Mais... je ne sais pas si ça parle. Il y a une autre histoire que vous racontez, c'est celle de la parabole de la télé cassée. Ah, mais ça c'est une petite histoire que j'ai souvent utilisée avec des détenus parce que bon, l'histoire elle est simple. Donc on est dans un quatuor à Lantin et à un moment donné il y a un gars qui pète les plombs, ça arrive. Donc 4 détenus dans une ils cellule. sont 4 détenus dans la même cellule. Non. Puis il y a un type qui pète les plombs et qu'est-ce qu'il fait? Il empoigne la TV, il tape la TV par terre et elle explose. Bon. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, il y a la réponse qui va être la réponse la plus simple, c'est-à-dire, évidemment, on appelle le surveillant cachot. Hein? Bon, le type, il a explosé, donc on l'isole des autres, cachot, on change de cellule au moins. C'est la réponse punitive. C'est celle à laquelle tout le monde pense, en tout cas, s'il est coupable, etc. La deuxième réponse, ça va être à côté de la justice punitive, ça va être la justice compensatoire. Bon, il faut qu'il rembourse sa TV quand même. Alors le surveillant va venir lui faire signer un bon de dégradation. S'il a de l'argent, tant mieux. S'il n'en a pas, ben, le type il va être indigent pendant longtemps parce que chaque fois, même s'il reçoit un peu d'argent, ça va servir à payer la TV. Bon, ok. La troisième façon de voir les choses, ça va être un autre détenu qui va dire oui, mais enfin, c'est pas normal qu'il est comme ça. Qu'est-ce qu'il a, ce gars-là? Pour qu'il en arrive à péter la TV, alors il sait quand même bien qu'on a besoin de cette TV pour tuer le temps. Il va pas bien. Il faut qu'on appelle le psy, il faut qu'on appelle l'assistance, il faut qu'on appelle... Donc c'est la réponse, je dirais, d'une justice thérapeutique. Hein? Et puis il va y avoir une autre réaction qui va être peut-être qu'à un moment donné, les trois qui restent vont se dire comment ça se fait qu'on est ensemble et qu'on n'a pas vu le truc arriver? Qu'est-ce que ça pose comme question sur notre manière de vivre ensemble qu'à un moment donné, il en est arrivé là? Qu'est-ce que ça nous enseigne sur la qualité de nos liens, de solidarité, de soutien, de résistance commune, etc. Et ça va être plutôt un aspect de justice conciliatrice en disant, bon ben, au-delà de ça, qu'est-ce que ça change dans notre façon de vivre dans notre quatuor, etc. Ben, quand je raconte cette petite histoire, c'est simplement pour dire, nous aussi, on a ces façons différentes d'aborder la justice quand il arrive quelque chose. Et malheureusement, on est toujours en train de réduire la réponse à la réponse punitive, éventuellement à la réponse compensatoire, on sait qu'il faut la payer, mais on ne va pas sur le troisième et le quatrième point. Et donc là, je crois qu'il faut vraiment qu'on apprenne à élargir le zoom. Howard Zehr, qui est un peu le premier penseur de la justice réparatrice, il dit, au fond, la question c'est de changer la lentille. Ici, je vois les objectifs des caméras là, qui sont là, etc. Je suppose qu'il y a moyen de faire un zoom où on ne verra que mon nez. Mais il y a peut-être moyen de faire un grand angle pour voir le studio. Hein, c'est un petit peu... Eh bien, je pense que la justice pénale, elle met le zoom sur le fait délictueux. Et elle essaye de le décortiquer avec toutes les expertises, on va grandir au maximum pour savoir le moins de détails sur le fait. Mais on oublie complètement de mettre le grand angle pour dire le fait, il s'inscrit dans le cadre d'une vie communautaire, d'une vie ensemble, où quelqu'un n'a plus trouvé sa place, où quelqu'un est tombé dans l'incompréhension, et où il y a une multitude de conflits qui ont souvent précédé. Moi, je dis toujours, on est dans ce qu'on appelle en anglais multi-layers conflicts. Donc, il y a des conflits de toutes les couches. Et la justice pénale, elle cible, elle met le zoom sur un problème, mais ça ne résout rien si on ne se met pas à l'écoute du contexte systémique, du contexte large, dans lequel l'auteur d'un jour est souvent la victime du jour après, du jour précédent. Et malheureusement, aujourd'hui, l'auteur détenu devient victime d'un système pénitentiaire complètement indigne et maltraitant. Et donc, à un moment donné, forcément, et on va le lui reprocher, bien sûr, dans tous les rapports psychosociaux, et monsieur se permet même de victimiser alors qu'il est victime, etc. Ben oui, il victimise par rapport à ses conditions, il victimise par rapport à ce qui arrive à sa famille, à ses enfants qui ne voient plus, il victimise, et il a bien le droit de le faire. Mais le problème, c'est qu'au moment où on va examiner le dossier pour une libération à congé, etc., alors qu'on a laissé le type moisir pendant des années et des années sans s'intéresser beaucoup à son histoire, on va venir, monsieur, alors, où est-ce que vous en êtes par rapport à vos victimes? Mais en attendant, il s'est passé 10 ans, où il s'est passé tellement d'autres choses. Est-ce que vraiment, au début, on lui a donné la chance
de se responsabiliser dans un contexte où on peut dire ce qui s'est passé, c'est très très grave et il y a des victimes qui souffrent. Est-ce que la victime est un visage pour lui? La plupart du temps, pas du tout. Parce que simplement, l'avocat dit, écoute, bon, d'abord on va essayer de limiter les dégâts. La prison, c'est le lieu où on limite les dégâts. On pense qu'à ça, mais on sait que c'est un truc infiniment destructeur, et donc on limite. Et forcément, tout le monde est victime. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et dans l'autre sens, moi je crois que la plus grande souffrance pour une victime, c'est de penser que l'auteur des faits ne changera jamais. C'est que l'auteur soit tellement diabolisé, soit mis tellement en dehors de son champ de vision, puisqu'il est de l'autre côté du mur, il est bien loin, etc., que ça devient un espèce de monstre dont on dit qu'une chose, j'ai peur, j'ai pas envie que ce type sorte. Parce que rien n'a été fait pour redonner un visage humain à cet auteur. Et pour recréer un lien, on dit, il n'est pas que ce qu'il t'a fait, et en plus, franchement, si on le soutient, il peut assumer ses responsabilités. Il y a un chemin qui est possible. Mais non, le droit pénal, c'est une espèce de concession qu'on fait à l'idée de dire que la seule réponse au mal est de faire du mal en retour. Et donc il faut limiter et canaliser ce mal. Il faut faire une tarification de la peine qu'on donne en retour. Bon, c'est ça le droit pénal aujourd'hui, mais c'est extrêmement sinistre. Bon, c'est un peu la phrase de Gandhi qui dit œil pour œil, c'est la sentence qui va rendre le monde entier aveugle. Je te pète un œil, tu m'en repètes un, je te repète un. Ni toi ni moi, on ne va plus rien voir. Et on s'est résigné à dire la seule chose qu'on peut faire, si quelqu'un te fait du mal, c'est de lui faire du mal en retour. Mais comme on a envie quand même de garder une image, on va dire, oui, mais enfin, on va limiter le mal qu'on fait en mettant ça dans des tarifs. Et on te fait croire que l'auteur d'un fait délictueux, c'est un type qui froidement a regardé la carte, un peu comme quand tu vas prendre ton verre, là, qui va dire, bon, est-ce que je me prends une Rochefort aujourd'hui, une Jupiler? Je n'ai pas les moyens de prendre une Rochefort aujourd'hui, je prends qu'une Jupiler parce que je n'ai pas les moyens. C'est comme si le détenu disait avant de faire son délit, ouais, si je vais le faire avec violence, ça va me coûter, ça c'est un peu trop cher, je vais plutôt le faire sans violence, quoi. C'est complètement, enfin, on est dans les, c'est ahurissant. On rêve complètement et on se console en mettant comme ça des espèces de tarifications pénales qui sont soi-disant la source d'un apaisement de notre société. Qui croit ça, sincèrement? Personne ne peut croire ça. Donc il est temps qu'on invente autre chose. Je dirais, la prison actuelle, c'est une arme de destruction massive. C'est une institution totale qui est maltraitante, tant pour ceux qui vivent, et d'abord pour eux, la prison, que pour ceux qui y travaillent. C'est une institution maltraitante. Le fait que l'on utilise la privation de liberté comme une réponse au délit ou au crime, j'espère, n'existera pas toujours. Parce que je crois que c'est une très mauvaise réponse et que quand je dis que c'est une arme de destruction massive, je dis que ce n'est pas une arme qui a une précision chirurgicale dans l'arsenal pénal. Infliger de la peine, soi-disant, de la privation d'aller et de venir, c'est en même temps susciter des dégâts collatéraux sans mesure. Tant au niveau des familles des détenus qu'au niveau des victimes collatérales, qu'au niveau de la communauté. On n'imagine pas cette espèce d'inflation de peine qui se démultiplie à partir de ce que nous disons en droit, évidemment, nous nous limitons à priver ce monsieur de sa liberté d'aller et de venir. Liven Dupont, qui a été un peu l'auteur de la loi de principe qui n'a jamais été vraiment appliquée, il faut bien le dire, son premier souci, c'était avec beaucoup d'humilité de dire on ne créera pas un statut du détenu qui sera un statut qui permettra de construire beaucoup, mais au moins ce sera de limiter les dégâts. Mais soyons clairs, il n'y a pas de prison idéale. La prison, c'est une arme de destruction massive qui cause des dégâts qu'on ne sait pas mesurer.